chers étudiantes et étudiants, nous voici maintenant à notre leçon fonction usuelle. Alors, je voudrais dire juste un petit mot à propos de cette leçon. Cette leçon, elle vient après avoir défini la continuité, les propriétés sur la continuité, la limite et tout. Donc, un certain nombre de fonctions que l'on appelle usuelles, qui sont très très utiles et que nous rencontrons souvent dans nos études en mathématiques. Donc, cette leçon s'appelle fonction usuelle et on va traiter de quoi? On va rappeler le théorème de la bijection réciproque. Vous allez voir un petit peu pourquoi. Tout simplement parce que il y a un certain nombre de fonctions que vous connaissez déjà, qui sont vraiment usuelles, auxquelles on va appliquer ce théorème de la bijection réciproque et qui vont nous permettre de créer de nouvelles fonctions qui sont relatives à ces fonctions usuelles. Donc, on va le rappeler. On va parler des fonctions circulaires et circulaires réciproques. Alors, le terme fonction circulaire, bon, ça concerne tout simplement les fonctions cosinus, les fonctions sinus, les fonctions tangentes et éventuellement les fonctions cotangentes. Mais généralement, on parlera de cosinus, sinus et tangentes qui sont les plus régulières. Fonctions circulaires et donc, à partir du théorème sur la bijection réciproque, on va définir les réciproques des fonctions circulaires. Alors, vous connaissez bien les fonctions logarithme et fonctions exponentielles. On va tout simplement rappeler quelques propriétés de ces fonctions-là et surtout trouver un lien avec le théorème sur la bijection réciproque. Enfin, nous allons définir de nouvelles fonctions qui sont appelées fonctions hyperboliques et avec le rappel du théorème sur la bijection réciproque, on va définir leur réciproque. Je tiens quand même à préciser que ces fonctions hyperboliques, elles sont très proches des fonctions circulaires. Ils vont avoir, je dirais, presque les mêmes propriétés, mais ce ne sont pas du tout les mêmes fonctions circulaires. Alors, rappel du théorème de la bijection réciproque. Alors, je voudrais quand même juste dire que pour l'instant, nous ne travaillons qu'avec des fonctions continues et avec des fonctions monotones. C'est-à-dire que pour ce théorème de la bijection réciproque, nous n'avons besoin que de continuité et de monotonie. Donc, pour f, un élément de i de R, dont R, ça signifie une fonction qui va de l'intervalle i vers l'ensemble des réels, on supposera que f est une fonction continue et surtout, ce qui est très important, strictement monotone, sur ce même intervalle. Alors, on sait, d'après les propriétés, ce que l'on a déjà vu dans les leçons précédentes, on sait que f réalise une bijection de l'intervalle i sur l'intervalle j égale f de i. J'insiste sur le mot intervalle, ceci provient du fait que f est continu. Alors, donc f est une bijection de l'intervalle de départ vers l'intervalle de l'arrivée. De plus, la bijection réciproque f-1 de j, donc elle va venir de j vers i, est continue, est strictement monotone, et en plus de ça, elle a la même monotonie que f. Donc, très très important, on va utiliser toutes ces propriétés-là pour créer ce qu'on appelle les réciproques des fonctions usuelles ou encore des fonctions que l'on va construire qui s'appellent les fonctions hyperboliques. Alors, fonction circulaire réciproque. Alors, schématiquement, on définit ce que l'on appelle la fonction, vous voyez comment ça se note, arc sin est appelé arc sinus. Comment fabrique-t-on, en quelque sorte, cette nouvelle fonction arc sin? On prend la restriction de la fonction qui à x associe sinus x à l'intervalle moins pi sur 2 plus pi sur 2. On va voir que c'est une bijection de cet intervalle moins pi sur 2 plus pi sur 2 sur l'image qui est moins 1 plus 1. Et donc, d'après le théorème de la bijection réciproque, ça va nous permettre de
construire, si vous voulez, une nouvelle fonction qui a x associé arc sinus et qui va aller, bien sûr, de j, qui est moins 1 plus 1, vers i, qui est moins pi sur 2 plus pi sur 2. Alors, on sait que sinus x est continu strictement croissante. Ici, l'ensemble moins pi sur 2 plus pi sur 2 étant, comme vous voyez ici, cet ensemble-là, il est symétrique, on peut donc parler de parité. Alors, impair, alors 2, l'ensemble moins pi sur 2 plus pi sur 2 vers moins 1 plus 1. Donc, continue strictement, puisque le théorème sur la bijection réciproque impose d'avoir la stricte monotonie. Alors ici, impair, on l'ajoute, puisque, disons, tant mieux, c'est-à-dire si on a une propriété de plus. Donc, on définit, alors, arc sinus, de la manière suivante, ça va aller de moins 1 plus 1 vers moins pi sur 2 plus pi sur 2. Alors, cette fonction arc sinus va être continue, va être de même monotonie, strictement croissante, et on va voir aussi, ça on aurait pu aussi, on l'avait vu sur la monotonie, et impair. Alors, je dis, faites très attention, je ne peux parler d'imparité que parce que l'intervalle ici est symétrique par rapport à 0. Si maintenant l'intervalle n'était pas symétrique, je n'aurais pas eu le droit de parler de parité. Alors, quelques propriétés quand même. Alors, je tiens quand même à écrire ça pour que les gens, que les étudiants et les étudiantes puissent le réécrire à peu près. Y égale grand arc sinus x. Je dois faire très attention à l'ensemble de définitions. Donc, je dois écrire x appartenant à moins 1 plus 1. Vous voyez un petit peu, je suis obligé de l'écrire pour dire l'ensemble de définitions de la fonction, la nouvelle fonction qui s'appelle arc sinus, est dans moins 1 plus 1. Ceci est équivalent à dire que x égale à sinus y et y appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. Vous voyez que quand j'écris y et x, ça signifie que l'ensemble de définitions, ici c'est moins 1 plus 1, et ici que je suis obligé de dire que y est dans moins pi sur 2 plus pi sur 2. Ceci pour tenir compte quand même que l'ensemble, l'intervalle i était moins pi sur 2 plus pi sur 2, l'intervalle j c'est moins 1 plus 1. Quand on va inverser, on va partir de l'intervalle j qui est moins 1 plus 1 vers l'intervalle i qui était moins pi sur 2 plus pi sur 2. Alors, je vais donner quelques valeurs particulières et j'insiste un petit peu qu'on les voie, un petit peu que je les écrive un petit peu à la main pour qu'on puisse s'en rappeler. 0, 0. Quand je prendrai un demi, c'est pi sur 6. Si vous voulez, pi sur 6 est l'angle compris entre moins pi sur 2 plus pi sur 2 qui me donne comme sinus un demi. De la même manière, racine de 2 sur 2, ici c'est pi sur 4, et racine de 3 sur 2, ça me donne pi sur 3, et enfin, 1, ça me donne pi sur 2. Alors, d'autres propriétés dues au fait que la fonction arc sinus est l'inverse de la fonction sinus, quel que soit x appartenant à moins 1 plus 1, j'ai sinus de arc sinus x égale à x. Donc vous voyez ici, pour tout x dans moins 1 plus 1, j'ai ceci. Le sinus
de l'arc sinus, on revient un petit peu. Alors, d'autres propriétés, c'est quel que soit x appartient à moins pi sur 2, je dois dire arc sinus de sinus x est égal à x, mais ici, il faut faire très attention, ceci n'est valable que pour, vous voyez, ceci n'est valable que pour x dans moins pi sur 2, pi sur 2. Si maintenant j'ai x qui est en dehors de pi sur 2, on ne trouvera pas x ici. Hein, donc faites très attention. Alors, comme exercice qu'on peut facilement voir, quel que soit x dans moins 1 plus 1, j'ai cosinus de arc sinus x va être égal à racine de 1 moins x au carré. Et je peux aussi trouver tangente, quel que soit x appartient, attention ici c'est à moins 1 plus 1, et vous allez voir pourquoi. Tangente de arc sinus x va être égale à x sur racine de 1 moins x au carré. Et vous voyez pourquoi on est obligé d'enlever moins 1 plus 1, tout simplement parce que cette quantité risque de s'annuler. Bon. Maintenant, nous allons passer à une nouvelle fonction qui s'appelle l'arc cosinus, qui est construite, qui est définie à partir de la fonction cosinus, toujours grâce au théorème sur la bijection réciproque. Mais attention, maintenant, je prends comme intervalle i 0pi. Si je prends comme intervalle 0pi, cet intervalle n'est plus symétrique. Je ne peux plus parler de parité ni d'imparité comme on l'avait fait pour la fonction sinus et arc sinus. Donc, je prends l'intervalle 0pi, x associe la fonction cosinus x. Alors, on voit facilement, ça, vous l'avez déjà vu, que cette fonction-là définit une bijection de i, c'est-à-dire 0pi sur moins 1 plus 1. Alors, on sait que cette fonction est continue. On sait que cette fonction, vous voyez, le cosinus en 0, il vaut 1. Le cosinus en pi sur 2, il vaut 0. Le cosinus en pi vaut moins 1. Ça va être donc une fonction qui est strictement décroissante. On a besoin de la continuité et de la stricte monotonie. Donc, la fonction cosinus est continue, strictement décroissante, de l'intervalle i, qui est 0pi, vers l'intervalle moins 1 plus 1. Grâce au théorème de la bijection réciproque, je peux donc construire une fonction réciproque, je dirais la fonction réciproque à celle-là, qui va être appelée fonction arc cosinus x. Donc, de la même manière, on a cosinus x est continu, strictement décroissante, de 0pi sur moins 1 plus 1. Donc, je ne parle ni de parité ni d'imparité, hein, rappelons-nous. On définit donc la fonction x associe arc cosinus x. Donc, elle va aller de quoi vers quoi? De moins 1 plus 1 sur 0 pi. Pour la fonction sinus, c'était moins pi sur 2 qui était symétrique. Pour la fonction cosinus, on définit sur 0 pi. Et on va avoir, donc, cette fonction n'est ni paire ni impaire, parce que la fonction cosinus n'est ni paire ni impaire, mais ici, continue, elle va être aussi strictement décroissante. Et strictement décroissante. Très important. Alors, de la même manière, la caractérisation de la fonction arc sinus, on va dire y égale arc cosinus x, et x appartient à moins 1 plus 1. Ces écritures-là nous permettent tout simplement de se rappeler toujours de l'ensemble de départ et de l'ensemble d'arrivée, et qui va dire que x égale cosinus y, et y appartient à 0 pi. Il faut toujours faire très attention. Alors, quelques valeurs particulières, x, grand arc
cosinus x. Alors, pour 0, pi sur 2, on sait que le cosinus de pi sur 2, c'est 0. Donc, vous voyez, je fais un travail. C'est comme si je monte, comme ça, je vais le cosinus. 1 demi, je vais avoir ici pi sur 3. Pour racine de 2 sur 2, vous le savez bien, c'est pi sur 4. Racine de 3 sur 2, c'est les valeurs remarquables. Je vais avoir ici pi sur 6. Et enfin, 1, je vais donner 0. Alors, de la même manière que nous avions fait avec la fonction arcsinus, quel que soit x dans moins 1 plus 1, on a cosinus de arc cosinus x égale à x, donc sans aucune restriction sur x dans l'ensemble de définition de l'arc cosinus, mais quel que soit x appartient à 0 pi, attention, arc cosinus de cosinus x va être égal à x, mais attention, il faudrait que x soit dans 0 pi. D'autres petites propriétés analogues, j'aurai, quel que soit x appartenant à moins 1 plus 1 de sinus de l'arc cosinus égale à racine de 1 moins x au carré. On peut aussi voir, quel que soit x appartient à moins 1 plus 1 moins 0, tangente de l'arc cosinus x, vous voyez, vous allez trouver que c'est égal à racine de 1 moins x au carré, et vous voyez sur x, et vous voyez pourquoi j'ai enlevé 0. Autre petite propriété qu'on peut faire, c'est la relation entre l'arc sinus et l'arc cosinus. L'arc cosinus moins x et l'arc cosinus x. Donc on obtient, quel que soit x appartient à moins 1 plus 1, arc cosinus de moins x plus arc cosinus de x égale à pi. Donc vous voyez ici, c'est la relation entre la valeur de l'arc cosinus en moins x et la valeur de l'arc cosinus en x qui est égale à pi. Et puis, de même, arc sinus x plus arc cosinus x égale pi sur 2. Donc c'est très important cette relation-là. Vous voyez que la fonction arc cosinus et la fonction arc sinus sont des fonctions qui sont, je dirais, de point de vue langage angulaire et sont complémentaires. Bon, maintenant, de la même manière, nous allons définir une fonction qui s'appelle arc tangente. Qu'est-ce que l'on va faire? On va maintenant prendre, l'intervalle i qui est maintenant moins pi sur 2, pi sur 2 qui est ouvert, vous voyez, ouvert des deux côtés. Je prends la fonction qui est à x associée tangente x. Alors on sait que c'est une fonction qui est une bisection. L'ensemble de départ, c'est moins pi sur 2, pi sur 2. Alors vous savez que la limite de la tangente en pi sur moins pi sur 2 plus, c'est moins l'infini. La limite de la tangente en pi sur 2 moins, c'est plus l'infini. Donc l'intervalle d'arrivée va être R. Donc on définit ainsi une nouvelle fonction qui s'appelle arc tangente. On va faire juste quelques petites propriétés pour mieux voir ça. Donc ici, de moins pi sur 2 vers R, qui a la fonction x associée tangente x, et continue strictement croissante. Et dans ce cas-là, parce que l'intervalle moins pi sur 2 est symétrique, j'ai le droit de parler de parité à imparité. Dans ce cas-là, il est impair. Alors, le théorème de la bijection réciproque me dit, continuité strictement finie. Bon, l'imparité, c'est autre chose. Alors, je définis une fonction qui va de R dans moins pi sur 2. Il faut faire très attention. Pi sur 2. À x, j'associe quelque chose que j'appelle arc tangente x et continue strictement
croissante. Et dans ce cas-là, impair, pardon. D'accord? Donc, on va donc écrire y égale arc tangente x. Alors, x quelconque, puisque vous voyez ici, le j, c'est-à-dire de la fonction tangente étant r, donc on n'écrit pas grand-chose ici, il n'y a pas de condition sur x. X peut être un réel quelconque, équivaut à dire que x égale tangente y, pour exprimer que tangente et arc tangente sont inverses, mais y appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. Quelques valeurs particulières. Alors, 0, ici 0. Racine de 3 sur 3, j'aurai ici pi sur 6. 1, j'aurai ici pi sur 4. Et puis racine de 3, j'aurai ici pi sur 3. Quelques propriétés. Quel que soit x appartenant à R, tangente de l'arc tangente x égale à x, ça exprime que c'est uniquement l'inverse. Attention, le cas, quel que soit x appartenant à moins pi sur 2, on a arc tangente de tangente x qui va être égal à x. Alors, je dis, faire très attention, ce n'est valable que sur cet ensemble. Alors, encore des petites propriétés que vous pouvez considérer comme exercice. Alors, on insiste sur ceci parce que ce sont des fonctions usuelles. Cosinus de arc tangente x égale 1 sur racine de 1 plus x au carré. On voit ici qu'il n'y a aucune restriction sur x. Sinus de arc tangente x égale x sur racine de 1 plus x au carré. Et quel que soit x appartenant à R étoile, nous allons obtenir arc tangente x plus arc tangente 1 sur x égale pi sur 2 dans le cas x strictement positif et moins pi sur 2 dans le cas x strictement négatif. Alors ainsi, nous avons construit un certain nombre de fonctions qui sont les fonctions inverses des fonctions circulaires. Alors, maintenant, nous allons passer à la fonction logarithme népérien. Alors, en fait, historiquement, c'est la fonction logarithme que l'on connaissait depuis l'Antiquité. C'est pour ça que la fonction exponentielle, elle va être trouvée, elle va être définie à partir du théorème sur la bijection réciproque. Alors, on définit le logarithme népérien, cette fonction qui s'appelle, notée x lnx. Alors, parfois, on trouve aussi d'autres écritures, x lnx, ou encore grand log x. Attention, ne pas confondre avec petit log x. Donc, attention, c'est un grand tel, donc log de x, ou lnx, ici logarithme népérien. Alors, la primitive, vous savez déjà, sur R plus étoile, de cette fonction, qui s'annule en x égale à 1 de l'application qui à t associe 1 sur t ou à x associe 1 sur x. Donc, vous voyez, je prends la fonction 1 sur t, je prends sa primitive entre 1 et x, et je prends la primitive, donc le fait de prendre 1, ça signifie que je prends la primitive qui s'annule en 1. Autrement dit, quel que soit x positif, logarithme de x est égal à 1 sur x dt sur t. Donc, historiquement, la fonction logarithme est définie à l'aide de certaines surfaces, l'aire de certaines surfaces géométriques. Alors, fonction exponentielle, donc de la même manière, on montre que la fonction qui va de R plus étoile dans R, t que à x associe logarithme de x,
est continue, strictement croissante, il n'y a pas lieu de parler ici de parité. Donc, d'après le théorème sur la bijection réciproque, je peux construire quelque chose que j'appelle, qui va de R, dont R plus étoile. J'appellerai cette fonction réciproque exponentielle de x. Donc, cette fonction va être aussi continue, strictement croissante. Alors, quelques petites propriétés sur la fonction logarithme. Hein, c'est x positif, y positif, j'ai logarithme de xy qui est égal à logarithme de x plus logarithme de y. Alors, on peut étendre cette définition-là au cas où x et y tous les deux négatifs, mais dans ce cas-là, il faudrait changer x par valeur absolue de x et y par valeur absolue de y. Alors, on sait maintenant que log de 1 sur x est égal à moins log de x. Log de x à la puissance alpha, si alpha est dans R, est toujours x positif, est égal alpha log de x. On a un certain nombre de propriétés limites qu'on doit connaître en 0 plus de log x égale à moins l'infini. Limite en plus l'infini de log x égale à plus l'infini. Quelques limites classiques. Limite en 0 plus de x log de x. Vous voyez ici, je parle de 0 plus parce que x doit être positif, égal à 0. Et enfin, limite en plus l'infini de log x sur x égale à 0 plus. Donc, à partir de ceci, on peut donc avoir quelques petites informations sur l'exponentielle. Donc, y égale exponentielle x. Alors ici, x est dans l'air, donc comme pour le cas de l'arc tangente, il n'y a aucune condition sur x, équivaut à dire que x égale logarithme de y et y strictement positif. Quelques petites propriétés dues justement aux propriétés qu'on a vues sur les logarithmes. Exponentielle x plus y égale exponentielle x fois exponentielle de y. Exponentielle de moins x est égal à 1 sur exponentielle de x. Limite en moins l'infini de exponentielle x est égal à 0 plus. Vous voyez, rappelez-vous, on avait fait limite de logarithme en 0 plus, c'est moins l'infini. Par opération inverse, limite de moins l'infini de l'exponentielle, c'est ceci. De même, limite en plus l'infini de exponentielle x égale plus l'infini. Limite en moins l'infini de x exponentielle x égale à 0. Et enfin, limite en plus l'infini de exponentielle x sur x égale plus l'infini. Alors, on peut, si vous voulez, cette fonction admet d'autres propriétés. On en a donné quelques-unes, mais bien sûr, vous aurez beaucoup plus d'informations si vous cliquez sur le site NetUno pour avoir d'autres informations là-dessus. Alors, nous nous contentons un petit peu de ça. Maintenant, je peux définir ce qu'on appelle la fonction exponentielle de base quelconque. Alors, tout simplement, vous voyez, pour définir, pour A positif, faire très attention, A à la puissance x est égal à exponentielle x log de A. Ainsi, on a défini une autre exponentielle. D'accord? Alors, rappelons un petit peu que la fonction exponentielle que l'on a définie auparavant, c'était de base e. Alors, le nombre e classique, hein, donc ici e, il faudrait se rappeler que c'est quelque chose, donc je donnerai une idée un petit peu, 2,71, 82, 81, 828 hein, pour les puristes, hein, mais on peut aussi ajouter. C'est un nombre irrationnel, donc ceci ne s'arrête pas. Donc j'ai donné ici combien? J'ai donné 2, 4, 6, donc un certain nombre de chiffres après la virgule, et ainsi de suite, et ainsi de suite.
Donc, la fonction exponentielle, si vous voulez, de base A, et ça, c'est la fonction exponentielle tout à fait classique. Alors, les fonctions puissance, bon, je prends alpha un nombre réel quelconque, je parlerai de fonctions puissance, mais ça, vous le connaissez déjà. Si je veux définir pour alpha réel, je suis obligé de travailler sur R plus étoile. Pour la plus simple raison que, pour définir x à la puissance alpha, on le définit de cette manière-là, c'est exponentielle de alpha log x. Et vous voyez, j'ai besoin quand même que x soit un nombre strictement positif. Mais, il y a des cas particuliers, si alpha est un entier, hein, si alpha est rationnel mais avec le dénominateur qui est aussi un nombre impair, je peux quand même étendre cette fonction puissance à R dans certains cas. Généralement, pour un réel quelconque, je ne peux définir la fonction exponentielle que pour un R plus étoile. De cette manière. Alors maintenant, nous allons passer aux fonctions hyperboliques. Alors, les fonctions hyperboliques, on va définir, donc à l'aide de la fonction exponentielle, nous allons définir des fonctions que l'on appelle chx, qui est égal à exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2, et une fonction shx, qui est égale à exponentielle x moins x sur 2, une fonction th, tangente hyperbolique. Alors, ce qui est très important, on peut facilement démontrer, quel que soit x dans R, ch au carré x moins sh au carré x égale à 1. Ça nous rappelle quand même cosinus au carré x plus sinus carré x égale à 1. Ici, on a ch carré x moins sh carré x égale à 1. Donc, on a maintenant des fonctions qui ressemblent étrangement aux fonctions les fonctions circulaires. On montre aussi que pour tout x, y dans R, par exemple, des formules de ce type-là, x plus y est égal chx, chy plus shx, shy. Rappelons-nous, cosinus x plus y égale cosinus x, cosinus y, moins sinus x, sinus y. Vous voyez ici, il y a uniquement une différence. Alors, bien sûr, chx moins y égale chx, chy moins shx, shy. Shx plus y va être égal shx, chy plus chx, shy. De la même manière, shx moins y égale à shx, chy moins chx, shy. Vous voyez finalement pourquoi on s'est intéressé à ces fonctions, parce que elles ressemblent étrangement aux fonctions circulaires qui sont les fonctions cosinus et sinus. D'accord? Alors, chose chx est paire, continue. Alors, le fait qu'elle soit paire, donc elle ne peut pas être monotone, mais strictement croissante sur 0 plus l'infini. Alors j'aurai chx, donc vous voyez, ça va être une fonction qui va aller, dans ce cas-là, de 0 plus l'infini. Alors on montre que ça va aller vers 1 plus l'infini. Dans ce cas-là, strictement croissante, strictement, elle est continue, et donc, elle définit donc une bijection sur 2 R plus sur 1 plus l'infini. Donc, on a ceci de la même manière, shx est impair, on peut facilement le voir,
continue et strictement croissante sur R. Donc, le théorème de la bijection réciproque me permet donc de définir une fonction, au lieu de parler ici de arc cosinus, on va parler argument CH. Donc, j'aurai une fonction arg CH x qui va aller, elle, de 1 plus infini vers 0 plus infini. On va définir une fonction argument SHX qui va, elle, aller de R dans R. Donc, en fait, nous avons des fonctions qui ressemblent étrangement aux fonctions circulaires. Enfin, on définit une fonction ici, grâce à la fonction CH qu'on appelle cosinus hyperbolique et SH qu'on appelle sinus hyperbolique. On définit une fonction qui s'appelle tangente hyperbolique, qui est notée THX, qui va être donc à SHX. Vous voyez, c'est exactement pareil que pour les fonctions circulaires. Sinus, cosinus. Sinus hyperbolique, cosinus hyperbolique. Alors, vous voyez ici, cette fonction CH ne s'annule jamais, pardon. Alors, on définit donc, elle est continue, strictement croissante, de R impair, puisque l'ensemble R est symétrique, de R sur R. Ainsi, nous avons défini, à partir du théorème de la bijection réciproque, nous avons défini une fonction qui s'appelle argument. Vous voyez, c'est exactement pareil. Nous laissons pour les exercices après les différentes propositions et différentes propriétés, qui va aller de R dans R, qui va être continue, strictement croissante et impair. D'accord? Donc, vous voyez, ainsi, on a défini de nouvelles fonctions qu'on appelle les fonctions hyperboliques avec leur réciproque. On aurait pu aussi définir ce qu'on appelle la fonction argument côté H, elle pose quelques petits problèmes. Et donc, les propriétés des fonctions hyperboliques ressemblent étrangement aux propriétés des fonctions circulaires. Qu'est-ce qui change? C'est parfois un signe plus ou un signe moins.